La surdouance est par définition une intelligence hors norme. Vous en connaissez sûrement sans le savoir, car elle touche selon les statistiques actuelles 2 à 5% de la population. Dans le meilleur des cas, on pense communément qu'un surdoué réussit tout et a des facilités dans la vie, ce qui est faux la plupart du temps. Et dans le pire des cas, la psychiatrie catalogue à tort des comportements de surdouance comme maladie mentale, ce qui est aussi faux. L'intelligence est l'ensemble des processus de pensée d'un être vivant qui lui permettent de s'adapter à des situations nouvelles, d'apprendre ou de comprendre. Aucun consensus réel n'a été trouvé pour donner une définition unique dans le monde scientifique. L'homme a voulu, de tout temps, pouvoir quantifier de façon mathématique et scientifique l'univers dans lequel il évolue. Ainsi, la psychologie a déterminé plusieurs outils pour mesurer le degré d'intelligence de chaque sujet. Le quotient intellectuel, ou communément appelé QI, est mesurable par les professionnels de psychologie. On peut s'accorder à dire que les tests trouvés sur le net et la vulgarisation de ceux-ci n'ont aucune valeur car totalement biaisés. Au vu de leurs résultats, nous serions d'après eux des génies avec des 132 QI de moyenne. LOL. L'échelle la plus connue est celle de Weiss, l'échelle d'intelligence pour adultes de Wechsler. Elle permet de définir une norme de l'intelligence d'un individu. Elle mesure le vocabulaire, l'arithmétique et les capacités visuo-spatiales. Elle prend en compte les connaissances générales, la conscience sociale et aussi la mémoire à court terme. Après le score total du sujet, le psychologue pourra le placer sur une échelle. La moyenne étant un score de 100, plus on va vers la gauche et plus l'on peut déceler un retard mental. C'est le contraire pour la droite. Plus on s'approche des extrémités et moins il y a de personnes concernées. La surdouance se retrouve vers la droite, avec un score supérieur à 130. C'est pour cela qu'elle touche entre 2 et 5% de la population. Quelques exemples de personnes célèbres ayant potentiellement des scores élevés. À prendre avec des pincettes, car ils n'ont jamais fait le test. Le poète allemand Goethe, le mathématicien, physicien, philosophe et moraliste français Blaise Pascal, le mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien Galilée, le philologue, philosophe et poète allemand Friedrich Nietzsche, ou enfin le compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Il existe également des tests psychométriques, adaptés pour les enfants. WPPSI de 2 ans 9 mois à 7 ans, le VISC-4 de 6 ans à 16 ans et 9 mois. Il existe également des tests pour évaluer l'intelligence des animaux. Vrai. Je vous rassure, j'ai fait le test avec ma plante verte, tout va bien, elle est dans la norme. Ouf. Le QI donne un aperçu de la capacité d'intelligence. En revanche, elle ne reflète pas l'ensemble des aspects de l'intelligence. De mon point de vue, nous n'avons pas une vision d'ensemble claire sur ce vaste sujet et si nous voudrions nous approcher au plus près des valeurs objectives, il faudrait travailler conjointement avec plusieurs disciplines. Neurosciences, psychologie sociale et cognitive, génétique, etc. Un score unique ne représente pas le potentiel d'une personne. J'en veux pour exemple un enfant qui aurait en moyenne sur 2 matières 10 sur 20. Est-il pour autant un élève moyen ? Et si cette moyenne vient en fait d'un 20 sur 20 en mathématiques et un 0 en sport, alors la moyenne n'a aucune valeur sur son potentiel. Qui n'a pas rêvé de pouvoir être hors norme au niveau intellectuel ? Sorte de super pouvoir. Un super pouvoir ? Je suis comédien. Eh bien tout le monde à part les surdoués eux-mêmes. Si, c'est pas une blague. Dissocions 2 méthodes de pensée. Une pensée séquentielle. Il traite les informations une à une, l'une après l'autre. Exemple, je pense au mot complexité. Ah oui, c'est quelque chose de difficile, genre quelque chose de difficile à démêler, comme le mariage quoi. LOL. Chaque pensée en mène à une autre, une pensée linéaire et séquentielle. Un surdoué a une pensée en arborescence. S'il part également de la même réflexion sur le mot complexité, il crée une connexion de pensées toutes azimuts, comme un feu d'artifice. Il englobe un maximum d'éléments et une vision totalement détachée et souvent objective. La première contrainte d'un surdoué est que cette méthode de pensée s'applique aussi à ses émotions. Poum ! Cela paraît extraordinaire et envieux, mais bien souvent ce processus est très contraignant. Le cerveau crée des logiques complexes et bien souvent le surdoué se retrouve à tort en marge des autres. Il pense bizarrement celui-là, pas comme nous. Le comédien. Les pensées fusent sans relâche et le mode off n'existe pas. Les surdoués parlent souvent de ne pas pouvoir mettre en veille leur cerveau. Ils se remettent en question car ils voient que tout le monde ne pense pas comme eux. Suis-je fou ? Un comédien. Il se crée un décalage avec le monde. Le surdoué doute constamment de lui-même car cet état de pensée en arborescence est aussi sensible émotionnellement, comme je vous le disais. Ils peuvent passer d'un état émotionnel positif puis dans une même réflexion tourner vers des idées noires. C'est pour cela que beaucoup de diagnostics psychiatriques font état de troubles bipolaires, à tort.
Rentrons dans le vif du sujet. Ne dites jamais à une personne qu'il est surdoué ou que c'est un enfant précoce. Cela renvoie à une appréciation péjorative de notre société. Parlez plutôt de haut potentiel. Un haut potentiel dépasse les normes préétablies, mais l'on peut distinguer deux grandes catégories. Les HPI, haut potentiel intellectuel. Ces personnes ont le plus fort quotient intellectuel dans la douance. Ils privilégient sa réflexion sur l'intellectualisation des choses. Il fait généralement de brillantes études et réussit dans tout ce qu'il fait, et dans tous les domaines. Malheureusement, il se détache partiellement ou refoule totalement ses émotions, ne pensant qu'avec sa tête. Il peut alors paraître froid et détaché de ce qui se passe autour de lui ou dans le monde. Non, celui-là c'est pas pareil, c'est différent là, on coupe. Les HPE, haut potentiel émotionnel. Lui pense d'abord avec son cœur. Ses émotions sont très exacerbées et il est une éponge de toutes les émotions qui l'entourent. Niveau études, c'est plutôt un rêveur et il s'ennuie facilement en cours avec un cursus souvent chaotique. Il a par contre une force créatrice quand il trouve les moyens de l'exprimer. Pour les reconnaître, il existe une nosographie de leur fonctionnement que je vais vous présenter. Hypersensibilité extrêmement susceptible. Imaginez un feu d'artifice émotionnel. Souvent, il se coupe du monde pour ne pas avoir à subir trop d'émotions. Intensité, hyperstimulabilité. Niveau de réaction plus élevé aux stimuli. Être plus, tout, plus rapide, plus agité, plus attachant, plus exigeant, plus généreux, plus impatient. Souvent, ils ont un train d'avance et ont du mal à comprendre pourquoi les autres sont en wagon de queue. Hyperesthésie ou exacerbation des 5 sens. Hyperactivité aux stimuli sensoriels. Ils peuvent être gênés par une simple étiquette dans le t-shirt, être très frileux, avoir des hyperacousies temporaires ou encore être gênés par la luminosité. Curiosité exceptionnelle. Ils s'intéressent à tout et sont hétéroclites dans leurs réflexions. Ils s'intéressent à toutes les personnes qu'ils rencontrent, sans distinction sociale ou autre. Ils peuvent s'adapter à n'importe quel sujet ou discussion, car ils ont un large savoir dû à cette curiosité. Imagination débordante, grande créativité, c'est là où vous les reconnaîtrez. Ils peuvent pratiquer un grand nombre d'arts avec aisance. Exceller dans la poésie, jouer d'une multitude d'instruments, être un vrai geek et maîtriser l'informatique sans souci, sensible et créateur dans la peinture ou le dessin, sachant mettre en valeur les émotions dans la photographie. Ici, il n'est nullement question de don, mais encore une fois, de curiosité, d'acharnement au travail, mais avec eux, tout paraît si simple. Grande capacité d'observation, note les plus petits détails. C'est dans les détails que l'on peut généraliser et non l'inverse. Ils pointeront du doigt des choses que vous n'avez pas vues, ou analyseront des situations pour aboutir à des résultats probants. Intérêt très varié, sautent facilement d'un domaine à l'autre. Cela s'apparente souvent à de l'éparpillement des tâches à effectuer, mais en fin de compte, la finalité nous montre que c'est très productif. Peut faire plusieurs choses en même temps. Suivre 2 conversations en parallèle, parler et écrire, rêver et pourtant écouter. Désolé mesdames, mais ce don n'est pas réservé qu'à vous. Un comédien. Recherche la compagnie de personnes plus âgées. La maturité des réflexions pousse la plupart du temps les HPE à côtoyer des pairs intellectuels. Capacité d'attention, persévérance. Forte si l'intérêt y est, faible voire nul sinon. Souvent, un HPE est totalement absorbé sur ce qu'il fait, qu'il en oublie totalement son corps et ses besoins. Il est pointilleux sur ce qui lui plaît, mais alors totalement nul si cela ne l'intéresse pas. C'est avec acharnement qu'il peut rester des heures, des jours, voire plus sur son projet. La procrastination est son mode de fonctionnement. Grand sens de l'humour, et humour très particulier, souvent incompris. Humour frivole, grivois, puéril, noir, intellectuel, la palette de couleurs est complète. Rapidement frustré s'il ne trouve pas les personnes ou les ressources pour réaliser ses grandes idées. Il va tout faire pour avoir accès aux ressources pour continuer ce qu'il a entrepris et c'est souvent obsessionnel jusqu'à ce qu'il réussisse. Grand sens de la justice, de l'équité, moralité. Intolérance à l'injustice pour lui et pour les autres. Les valeurs morales sont très fortes et s'il n'est pas en parfaite harmonie avec celles-ci, il ne restera pas longtemps dans les parages. Respect des règles bien comprises, mais tendance à questionner l'autorité non fondée. Il est très respectueux des règles quand elles sont justes, mais dès lors qu'un rouage est hors de son emplacement, que ce soit un directeur ou un collaborateur, il ne ménagera pas ses mots pour le faire savoir. Idéalisme, altruisme, compassion. Des valeurs de plus en plus en perdition dans ce monde où égocentrisme prédomine. Grande capacité de raisonnement, résolution de problèmes. Mettez-le dans une résolution de problèmes simple, ce n'est pas sûr qu'il y arrive. Par contre, apportez un problème compliqué avec de multitudes de facteurs à prendre en compte, et là, il excellera. Rappelez-vous surtout que ce qui est simple pour vous est compliqué pour lui et inversement. Rapidité d'apprentissage.
Quand ça lui plaît, il peut surprendre dans ce domaine. Méthode d'apprentissage particulière, surtout en maths et en lecture. Les méthodes conventionnelles d'apprentissage ne sont pas adaptées pour lui. Il va alors se créer une propre méthode pour le faire. Souvent, il se casse dans le fonctionnement autodidacte. A lu très jeune et avidement. Les histoires et les livres sont riches d'émotions, ça l'intéresse. Vocabulaire extensif. Le langage français est riche de mots et chaque mot a un sens qu'il faut pouvoir utiliser pour exprimer précisément ce que l'on veut dire. Ouais, mais là, j'ai pas compris ma phrase. Excellente mémoire, excepté dans les choses dont l'intérêt est passable. Bon en chiffres, puzzle. Et surtout, perfectionnisme, doublé d'une extrême lucidité qui entraîne parfois le doute, la peur de l'échec. Cela vient avant tout de la capacité à s'extraire d'une situation avec une vue à la troisième personne. Il peut alors visionner et englober l'environnement de la situation et par ailleurs adopter une position lucide qui peut être interprétée comme fataliste. L'expression contraire que l'on pourrait adjoindre ici est avoir le nez dans le guidon ou avoir des œillères. Non mais là ça marchera pas hein, parce que t'as oublié de brancher l'aspirateur. Mensa est une organisation internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98% de la population au test d'intelligence, avoir plus de 131 sur l'échelle de Wechsler. Elle fait donc partie de la catégorie des sociétés à QI élevé. Je ne m'étendrai pas dessus car de mon point de vue, c'est très masturbatoire intellectuellement de s'autogratifier comme élite. Et les gens normaux sont tellement insignifiants. Je crois que je vais m'inscrire à Mensa là, je suis prêt. Pour finir, le haut potentiel a le plus haut degré d'empathie. C'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Se mettre à la place de l'autre, pouvoir ressentir les émotions de l'autre. Vous serez surpris de vous rendre compte que le HPE est capable de vous comprendre mieux que quiconque, de savoir comment vous fonctionnez et qu'il s'adapte à votre façon de faire. De mon point de vue, les HPE, je les appellerais les caméléons. Puisqu'ils sont pleins de couleurs, observent le monde sous différents angles, savent se camoufler, etc. Mais déjà un terme a été trouvé pour eux. Terme utilisé pour la première fois par Jeanne Siofachin dans son livre « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué » chez Odile Jacob. Un lien est mis dans la description. Ce livre, je recommande si vous êtes curieux ou si vous avez des doutes dans votre vie quant à vos capacités. Zèbre, c'est le terme dans lequel un haut potentiel préfère se voir qualifié car c'est un animal différent et plus rare contrairement à un cheval. C'est le seul équidé, vivant actuellement, que l'homme ne peut apprivoiser. Il se distingue très nettement dans la savane, mais il utilise aussi ses rayures pour se dissimuler. Chaque rayure est une empreinte différente pour chaque zèbre. On apparente aussi les rayures comme des coups de griffe